On vous aime toutes les deux et ça remet pas du tout en cause ce qu'on ressent pour vous, d'accord? Puis peut-être qu'on se séparera pas. Peut-être qu'on va rester tous ensemble ici. Papa! Je suis rentré, j'ai fini un peu plus tôt. Tu gardes tes jours, s'il te plaît. Moi, j'ai mes jours, toi, t'as tes jours. C'est moi, là, aujourd'hui. Elle a ses jours et il a ses jours. Tu vas où? Bah, je vais en week-end, je vous l'avais dit. Dis-moi, tu vas te mettre à chercher quand? Chercher quoi? Un appartement. C'est quand que tu vas m'acheter les chaussures de foot? La semaine prochaine. Tu prends jusqu'à toi et tu t'en vas. La moitié. Un tiers. La moitié. Je veux la moitié. C'est toi qui lâches pas. Tu lâches pas parce que tu veux pas que je parte, en fait. My chest is getting tight. Un petit dîner entre amis. Vous voulez que je vous laisse? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Vous avez choisi votre camp, en fait. Arrête. T'as pas l'air bien, là. Tu veux que j'aille te chercher quelque chose? Tu joues à quoi, là? C'est quoi, ce cirque? Mais je suis juste, je suis plus que juste, je t'offre plus que ta part. Mais non, ta part, elle doit être comptée sans les travaux. Ma part, elle doit être comptée avec les travaux. Killing you inside. Fighting Je against suis plus amoureuse, c'est tout. Autrefois, on savait réparer, on réparait les chaussettes, les frigidaires, et maintenant on jette. Dès qu'il y a un problème, on jette. Pareil dans un couple. Plus de désir, on jette. give you like the fool been hiding up below. Easy come, easy Attends, tu pourrais frapper avant de rentrer, s'il te plaît? Oh, ça va, je t'ai déjà eu, hein. Pour cette présentation très intimidante, enfin pour moi en tout cas. Oui, en réalité, je vais plutôt, pour centrer le débat, parler plutôt du mariage d'amour, parce que je pense que c'est une institution à travers laquelle on peut justement mieux saisir les paradoxes de l'époque et les contradictions dans lesquelles nous nous enfermons souvent volontairement. Et je voudrais commencer par un livre de Maupassant qui me paraît résumer très bien la vision classique du mariage et la vision contemporaine. C'est Une vie de Maupassant. Donc c'est un livre qui se passe en Normandie à la fin du 19e siècle, dans une famille de petits nobles de province, près de Fécamp ou de Honfleur. La jeune fille de la famille, fille unique, tombe amoureuse d'un vicomte des environs et elle presse ses parents donc d'accepter ce sentiment. Les deux familles font alliance, comme on le faisait à l'époque, car autrefois on ne se mariait pas, mais on était mariés. Et le jour des noces arrive. Donc les époux qui ont 18 et 19 ans sont tout heureux. Et puis quand même à la fin du repas, la mère de la jeune fille dit à son mari: il faut que tu parles à notre fille. Il lui rougit, il dit: mais oui, tu as raison, il faut quand même que je lui dise un mot. Et donc il va la trouver, il lui dit: ma fille, ce soir, je vous remets officiellement entre les mains de votre époux. Quoi qu'il vous demande, acceptez-le, même si cela vous paraît contre nature, car désormais c'est lui qui a autorité sur vous et non plus nous. Et elle comprend que sa vie de femme mariée ne va pas être une vallée de roses. Et elle se met au lit, inquiète. Sa servante la déshabille, elle se prépare. Et bien entendu, cette jeune fille ne connaît rien à l'amour, ni physique, ni sentimental, hormis l'affection qu'elle éprouve pour son mari. Il frappe à la porte. Et il est en caleçon. Et la réflexion de cette jeune fille, elle dit: oh mon Dieu, mon mari, vous êtes velu. Car effectivement, c'est la première fois qu'elle voit un homme en jambes nues, puisque, hormis à la campagne, les mœurs dans la bourgeoisie et la petite noblesse voulaient qu'on se cache entièrement. C'était la fin du 19e siècle. Et les bains de mer qui débutaient sur les côtes françaises impliquait que les femmes restent entièrement habillées. On voit des photos aujourd'hui de femmes se mettant à l'eau avec des robes longues et il nous semblait inconcevable de montrer même son mollet, puisque je rappelle quand même cette anecdote de l'époque victorienne.
En Angleterre, à la fin du 19e siècle, on mettait des voiles sur les pieds des pianos, de peur qu'ils ne rappellent trop les chevilles des femmes. Alors, si vous voyez que c'était aussi une érotisation paradoxale de toute espèce de fragments de peau dévoilés. Et donc, le mari arrive, il est tout aussi ignorant que sa jeune épouse. Il se met au lit, il réclame son dû, elle refuse, il la viole. C'est évidemment l'horreur et elle comprend qu'elle est entrée dans une sorte de prison dont elle ne sortira plus, puisqu'au fond, pour elle, la vie conjugale est ruinée dès cette première soirée. Et ensuite, le mari n'aura de cesse d'engrosser à peu près toutes les servantes de la maison, plus les paysannes des environs, selon les mœurs de l'époque. Alors nous pourrons voir éventuellement ensuite dans le dialogue avec vous si les mœurs ont changé. Je pense que oui, Dieu merci, mais en tout cas, c'était ça à l'époque de la nuit de noces. C'était comme ça que ça se passait. Ma propre mère m'a raconté sur le tard sa propre nuit de noces, et je n'ai pas eu le sentiment que les choses avaient beaucoup changé 70 ans après. Mais le mariage classique, donc, n'est pas un mariage d'amour, enfin, n'est pas toujours un mariage d'amour, et en tout cas n'est pas un mariage fondé forcément sur l'épanouissement des corps, du moins pour la femme. Et c'est peut-être ça la principale différence entre notre temps et le siècle passé, c'est qu'effectivement nous valorisons à l'extrême des choses dont nos ancêtres se méfiaient. Si on revient à l'Ancien Régime quelques instants, rapidement, effectivement, les deux choses que les gens d'Ancien Régime bannissaient dans la fonction conjugale, c'était l'amour et le désir. Il y a des phrases explicites de Montaigne là-dessus. Pourquoi refusait-on l'amour et le désir? Tout simplement parce que c'était des choses éphémères et que l'union matrimoniale ne pouvait pas se construire sur du sable. Et donc, les mariages avaient pour finalité la transmission des biens, la procréation des enfants. Vous savez que le divorce n'était autorisé qu'en cas de stérilité avérée de l'époux. C'était le seul cas où l'Église autorisait la dissolution du mariage. Et quant à la sexualité, elle était vue comme une sorte de folie éphémère. Tous les grands textes des pères de l'Église, de Saint Jean Chrysostome en passant à Saint Augustin, jusque plus tard au Moyen-Âge, bannissaient les maris qui faisaient de leurs épouses des maîtresses. C'était pour eux le crime d'adultère, d'ailleurs, commençait avec cela. Si on traitait son épouse comme une maîtresse, c'est-à-dire une femme avec qui on recherchait le plaisir, on était coupable, c'était presque un péché mortel. Et donc, l'union conjugale ne visait, selon les termes consacrés, qu'à mettre la semence dans le vase, parce qu'il fallait que cela prenne. Et aux fins de procréation, l'Église a admis pendant quelques siècles, d'ailleurs, la possibilité du plaisir féminin, mais comme moyen d'enraciner en quelque sorte le futur enfant dans la matrice. Mais sinon, il n'était évidemment pas du tout recommandé. Montaigne a une expression très crue et très vulgaire sur les maris qui prennent leurs femmes pour des maîtresses. Il dit: c'est comme si l'on voulait chier dans son chapeau avant de le mettre sur sa tête. C'est une phrase des Essais, ce qui veut bien dire dans quelle considération on tenait la volupté des époux officiels. Et à la cour, dans l'aristocratie française en tout cas, on se mariait par convenance, et puis on avait des maîtresses pour les époux et des amants pour les femmes. Et d'ailleurs, cette non prise en considération du sentiment est très bien illustrée dans un livre qui a connu un regain de popularité grâce à Nicolas Sarkozy, La Princesse de Clèves, puisque contre lui, tout le monde s'est remis à lire La Princesse de Clèves, ce qui est une bonne chose. Et c'est lorsque Monsieur de Clèves est sur son lit de mort, et il sait que sa femme est éperdument amoureuse du prince de Nemours, il lui dit: Madame, il y a une chose que je n'aurais jamais osé vous dire, car elle lui parut inconvenante à un homme de mon rang. Je vous aime dès le premier jour. Je vous aime depuis le premier jour, et je peux vous l'avouer maintenant. Et je sais que je meurs en vous voyant éprise d'un autre.
et donc je meurs doublement désespéré, et de vous quitter en vous voyant chérir un homme qui n'est pas votre époux. Et donc cette méfiance vis-à-vis du sentiment, cette méfiance vis-à-vis du désir va être petit à petit combattue par l'apparition du sentiment de l'intimité dans l'histoire de la famille moderne, avec cette idée propre à la classe montante au XVIIIe siècle, la bourgeoisie, selon laquelle, eh bien, entre un époux et une épouse, et entre un père et ses enfants, il peut y avoir autre chose que de l'indifférence, il peut y avoir autre chose que de la convenance, il peut y avoir aussi de l'affection. Donc sur ce plan-là, nous connaissons les travaux des historiens, notamment les travaux de Philippe Ariès, sur la naissance de la tendresse entre époux et entre parents et enfants, qui est un phénomène très moderne. Et on pourrait le dater, par exemple, d'un philosophe comme Rousseau, qui, dans l'Émile, fait l'éloge de l'allaitement maternel. C'est une page assez belle et assez paradoxale de la part d'un homme qui a lui-même abandonné ses 5 enfants. Mais enfin bon, ça c'était l'époque. Et Rousseau, dans l'esprit de son temps, explique que l'allaitement renforce les liens de la mère à l'enfant, fortifie le petit, et à une époque évidemment où l'on mettait les enfants en nourrice, où ils mouraient en grand nombre. Et pour Rousseau, l'allaitement est en quelque sorte la fusion biologique et alimentaire d'un sentiment nouveau qui est en train de naître, qui est effectivement le sentiment d'amour possible entre les parents et les enfants et entre les époux. Arrive la Révolution française qui, très moderne en ce sens-là, institue pour la première fois la possibilité du divorce. Et le divorce, évidemment, était dirigé directement contre l'Église catholique qui prônait le dogme de l'indissolubilité du mariage. Et toute la grande littérature du XVIIIe siècle ne cesse de pester, de tempêter contre l'Église et sa volonté de ne jamais pouvoir dissoudre un mariage malheureux. D'ailleurs, en ce sens, les penseurs des Lumières ne sont pas les premiers, puisque le grand défenseur du divorce, c'est un poète anglais, c'est Milton au XVIIe siècle, qui écrit un très beau livre où il fait la corrélation entre la possibilité pour un peuple de se débarrasser de son souverain par une révolution, par une déposition, et la possibilité pour 2 époux qui ne s'entendent pas de se séparer. Et donc là, il y a un lien direct entre la relation politique et la relation amoureuse, puisque pour Milton, au fond, ce sont 2 démarches analogues. Et la Révolution, donc, permet la séparation. Arrive le 19e siècle et le mariage bourgeois, dont nous sommes en quelque sorte les produits indirects, puisque ce mariage bourgeois est fondé sur le Code Napoléon, c'est-à-dire sur l'autorité du père de famille. Il a toute autorité sur ses enfants et sur sa femme. Et la conception qui préside au mariage bourgeois au XIXe siècle est à la fois matinée d'idéologie bourgeoise et de romantisme. L'idéologie bourgeoise, c'est le statut minoritaire de la femme. Juridiquement, elle n'a aucun pouvoir, sinon celui d'élever ses enfants. C'est l'homme qui détient l'autorité sur le reste de sa famille. Et puis l'idéologie romantique du mariage bourgeois, c'est l'idée que la femme est un être d'une pureté absolue et tellement décharnée qu'elle ne peut pas être souillée dans les jeux du lit. Et au fond, le XIXe siècle est un siècle tellement idéaliste qu'il suscite la multiplication du bordel en France et dans le reste de l'Europe, puisqu'au fond, tous les pays européens ont des mœurs identiques. La multiplication des maisons closes permet en quelque sorte la tranquillité conjugale dans le foyer, puisque la femme n'ayant pas de sexualité, étant décrétée sans érotisme, il faut bien que les hommes puissent trouver une issue à leur pulsion libidinale, et cette issue, c'est la prostitution. Et donc le XIXe siècle, c'est attesté dans tous les livres de littérature,
c'est l'explosion des filles de joie, avec toutes les tragédies que cela entraîne, et c'est notamment l'apparition d'une littérature policière très importante sur les maisons closes, dont le grand témoin est le préfet de police Parent du Châtelet, qui a été préfet de police sous plusieurs régimes, de la royauté à la République, et qui explique dans un livre qui sert encore aujourd'hui de document d'étude aux législateurs et aux historiens, donc il explique dans un livre que la prostitution est en quelque sorte l'égout séminal à travers lequel la sexualité des hommes peut s'épancher, et il fait un lien qui sera, je crois, repris par Michel Foucault, entre le système de voirie des grandes villes françaises et la réglementation de la prostitution dans la République, grâce auquel, dit-il, nous assurons la paix des ménages. Car au fond, c'est cela qui compte. Il faut que les ménages soient en paix. Et la prostitution va devenir, tout au long du XIXe siècle, un problème chez les féministes, chez les progressistes, chez les socialistes, les anarchistes, les premiers marxistes, mais aussi chez les républicains et également chez les catholiques, pour qui le spectacle de ces filles vautrées entre les bras des messieurs va petit à petit susciter un sentiment de malaise. La prostitution, elle est omniprésente dans la littérature. On la trouve chez Balzac, chez Zola, chez Maupassant, chez Flaubert. Et de solution, elle se transforme petit à petit en problème. Second effet secondaire, si j'ose dire, du mariage bourgeois, il découle de ce dont je viens de parler, c'est l'angoisse de l'adultère. Bon, la femme n'a pas de corps, la femme est un pur esprit, plutôt son corps n'est qu'un réceptacle pour faire des enfants. Elle n'a pas de corps, mais malgré tout, on constate que dans certaines circonstances, elle a un corps et que ce corps peut exulter. Deuxième angoisse qui traverse là aussi toute la littérature et la philosophie du XIXe siècle, l'angoisse de l'adultère. On le trouve chez Balzac. Balzac dépeint le mariage de son temps comme étant l'alliance d'une jeune fille ignorante et naïve et d'un homme minotaure. Pourquoi minotaure? Parce que le minotaure a des cornes immenses, et pour Balzac, hanté par l'infidélité féminine, toute épouse est en puissance une proie facile pour des galants tapis en embuscade et qui profiteront de l'absence du mari pour déniaiser cette jeune femme qui évidemment n'a jamais connu les joies de l'amour. Et Fourier écrira une hiérarchie du cocuage, qui est un texte qui a été redécouvert il y a 30 ou 40 ans, qui est un texte très drôle, où il distingue 110 espèces de cocus, dont l'une des plus drôles, plus amusantes, c'est le cocu posthume, celui qui donne naissance à un enfant 12 mois après sa mort. Et Fourier dit quel exploit quand même, quelle puissance chez cet homme que de procréer depuis la tombe. Et donc le mariage bourgeois, celui qui a duré, je pense, jusque dans les années 50, 60, va peu à peu mourir de ses contradictions. C'est-à-dire que les réformateurs et les révolutionnaires se rendent bien compte qu'on ne peut pas fonder une union durable sur le non-consentement des époux et que par conséquent, l'intérêt du législateur, c'est quand même de favoriser l'inclination entre un homme et une femme. On se rend compte aussi que la prostitution finit par avoir des effets indésirables et à nuire à l'ordre social. Quant à l'adultère, c'est évidemment la terreur de tous. Et d'ailleurs, c'est une inquiétude qui n'est pas loin de prédominer aujourd'hui quand on sait que un mariage sur 30, les enfants ne sont pas du père. Simplement, en France, le Conseil d'État, dans sa sagesse, me semble-t-il, refuse les tests ADN en arguant du fait, qui ne me paraît peut-être pas complètement absurde, que si un père et son fils ou sa fille ont cohabité ensemble pendant 20 ans, il n'est pas la peine de se demander s'il s'agit bien du père biologique et qu'au fond, les liens d'affection suffisent à tenir ensemble une famille
et on n'a peut-être pas à ressusciter les démons du passé. Mais enfin bon, peut-être que là, finalement, là, ces tests seront bientôt autorisés. Deux grands livres vont en quelque sorte bouleverser la conception du mariage. Je les indique brièvement. Le premier, c'est le livre de Engels, ce compagnon de Karl Marx, de la famille et la propriété privée, où Engels tempête contre l'hypocrisie du mariage bourgeois, qui livre en quelque sorte des filles très jeunes à des vieillards lubriques qu'elles n'aiment pas et à qui elles se donnent simplement parce que, au fond, la famille les a vendues contre de la monnaie sonnante et trébuchante. Et Engels plaide pour une monogamie authentique qui, dit-il, dans une société socialiste et plus tard communiste, fera en sorte que plus jamais un homme et une femme ne s'uniront pour des raisons monétaires et que plus jamais un couple ne restera ensemble simplement par commodité. Et dit-il, seul l'amour désormais doit fonder l'alliance durable entre un homme et une femme. Le deuxième livre qui va ébranler en quelque sorte la structure matrimoniale en cours, c'est un livre de Léon Blum en 1907. Léon Blum est donc jeune leader de la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière. Il a 27 ans, il sort de l'école normale supérieure et il plaide de façon très courageuse à son époque pour la libre polygamie des jeunes filles avant le mariage. Il dit au fond, il y a deux catégories de femmes qui sont profondément malheureuses dans nos sociétés. La première, ce sont les prostituées, en général des ouvrières. Et dit-il, ce sont des jeunes femmes qui meurent de trop d'amour mécanique. Et il y a en face des jeunes filles qui meurent d'une absence d'amour et qui rêvent dans leur lit d'un prince charmant, ou tout simplement d'un amant, pour le dire brutalement, qui apaisera en quelque sorte les premiers feux de leur sensualité. Et Léon Blum dit, il est absurde de maintenir ce système de virginité jusqu'au mariage. Nous devons donc autoriser les jeunes filles, dès leur majorité, en tout cas dès qu'elles sont atteint la puberté, à vagabonder selon leur fantaisie, avec qui bon leur semble. Comme ça, lorsqu'elles arriveront devant le maire ou devant le curé, eh bien, elles seront en pleine possession de leurs moyens physiques et elles ne s'abandonneront pas au premier époux venu dans l'ignorance totale de leurs capacités. Alors, le livre de Léon Blum fait scandale, évidemment, mais en tout cas, il marque une pierre, parce qu'au fond, c'est les grands livres précurseurs. Rajoutons en outre qu'il est extrêmement bien écrit à une époque où les hommes politiques avaient de la culture, avaient appris le grec et le latin et la rhétorique, ce qui, bon, est une heureuse surprise quand on ouvre ces ouvrages. Alors, au fond, qu'est-ce qui se passe tout au long du XXe siècle ? Il se passe que petit à petit, ce qui est refoulé remonte à la surface. Et ce qui a été refoulé tout au long du XIXe siècle, c'est la sexualité. Cette sexualité, elle a été chantée, célébrée par un homme qu'on ne lit peut-être plus beaucoup aujourd'hui, mais qui a eu une importance énorme en 68, c'est Wilhelm Reich, psychiatre, psychanalyste allemand, communiste, qui va être expulsé de l'association de psychanalyse par Sigmund Freud, qui va être expulsé du Parti communiste allemand dans les années 30 et qui, en quelque sorte, construit une théorie de la sexualité comme fonction salutaire dans les sociétés contemporaines. Et pour Wilhelm Reich, et je le résume très grossièrement, il s'agit de dire en quelque sorte que l'orgasme a une fonction fondamentale de dissipation des pulsions dangereuses dans l'être humain et qu'un homme et une femme qui n'a pas une sexualité quotidienne et naturelle risquent d'être en quelque sorte emprisonnés dans ce qu'il appelle une carapace émotionnelle, laquelle carapace, dit-il, explique les phénomènes aussi variés que le fascisme, le nazisme et le stalinisme, qui sont des manières en quelque sorte de reporter sur un chef, sur un leader, les émotions qui n'ont pas pu s'exprimer dans un érotisme plus sain. Et au fond, toute l'œuvre de Wilhelm Reich est une sorte de métaphysique du salut fondée sur la biologie. Et il y a presque une hygiène sexuelle que la classe ouvrière et
les autres classes devraient suivre pour échapper non seulement aux maladies politiques, mais aussi aux maladies physiques, puisque pour Reich, le cancer est directement lié à une sexualité déficiente. Alors évidemment, on pourra discuter cette théorie. Donc Wilhelm Reich sera persécuté, il doit partir aux États-Unis, où il est là aussi poursuivi par le FBI. Il fait des expériences qui choquent l'Amérique puritaine, notamment il construit une machine qui s'appelle l'orgone, qui est une machine à capter l'énergie cosmique dans laquelle il voit en quelque sorte une analogie avec l'énergie physique, puisque l'orgone, c'est l'orgasme des cieux, des nuages. Et cette théorie n'est d'ailleurs pas neuve, puisqu'on la retrouve chez les anciens dans la cosmogonie antique, dans le phénomène des météores analysé par Aristote, mais on la retrouve aussi chez un auteur que j'aime beaucoup, puisque j'ai fait ma thèse sur lui, c'est Fourier. Et pour Charles Fourier, la Voie lactée n'est jamais que l'expression de l'activité séminale des humains. C'est blanc, donc c'est un peu comme le sperme des hommes, et dit-il, nous devrions encourager les hommes et les femmes à s'accoupler de façon beaucoup plus intensive, de façon à ce que nous ayons la nuit 1, 2, 3, 4 voies lactées, que nous puissions enfin éclairer nos villes ad journo en pleine nuit. C'est une très bonne mesure à proposer d'urgence en ces temps de pénurie énergétique au secrétaire de l'ONU. Ce serait parfaitement salutaire et sans danger pour les écosystèmes. Bref, alors Wilhelm Reich va jouer un rôle très important en 68, puisque c'est le moment où il réémerge de l'oubli, il est traduit en allemand, en anglais, et donc cette insistance mise sur la sexualité explique pourquoi, en quelque sorte, l'idéal du couple qui émerge dans ces années-là n'est plus du tout celui qui avait, en quelque sorte, présidé à l'union de nos parents, de nos grands-parents, où certes la sexualité avait une place, mais elle avait en quelque sorte la petite place. On m'a raconté, mes oncles, mes tantes m'ont raconté que donc la veille du mariage, les époux allaient voir un médecin qui était en quelque sorte le confesseur, le confident, et le médecin faisait en général, c'est comme ça que ça se passait dans les provinces françaises, faisait entrer l'époux, car la femme n'était pas jugée assez mûre pour entendre les horreurs que le médecin allait déverser. Et il expliquait aux fiancés comment ça se passait, c'était une femme et comment il fallait procéder, à charge pour lui ensuite de le raconter à sa future épouse. Et bien entendu, tout cela était d'une grande hypocrisie, parce que on sait très bien que les hommes et les femmes n'ont pas attendu mai 68 pour faire l'amour avant le mariage, ce que d'ailleurs révélaient tous les sondages. Et mon propre père, pardonnez-moi, je vais être un peu cru, me racontait que lorsqu'il était au Gazar à Cluny, les couples qui se formaient entre garçons et filles, les couples illégitimes, pratiquaient la sodomie, parce qu'il fallait rester vierge pour le mariage, et qu'au fond c'était un truc qu'on se refilait, qu'on se repassait entre garçons en disant bien sûr tu ne vas pas l'engrosser, malheureux, tu ne vas pas la déshonorer, mais il y a un moyen de connaître le plaisir, voilà. Et c'était comme ça, évidemment, tout cela se passait sous le voile pudique du mensonge, mais c'est ainsi que nos parents et nos grands-parents ont vécu. Et au fond, il y a aussi une hypocrisie contemporaine dont on pourra parler tout à l'heure. Alors, les chiffres sur ce plan sont assez parlants, et là j'en viens à mon sujet proprement dit, puis je vais arrêter pour passer aux questions. En 1970, on compte en France 400 000 mariages. Sur ces 400 000 mariages, à peu près un quart vont finir en divorce. Le divorce est encore très compliqué. Aujourd'hui, 256 000, je crois, pour l'année dernière, 256 000 mariages, et là-dessus, la moitié vont terminer en divorce. Ce sont des statistiques qui sont à peu près les mêmes dans toute l'Europe, qui sont les mêmes d'ailleurs aussi outre-Atlantique.
ou, ironie de l'histoire, ceux qui divorcent le plus, étant très jeunes, sont les plus croyants, c'est-à-dire ce sont les époux de la Bible Belt, qui évidemment se marient à 18 ans dans l'ignorance totale des choses de l'amour, et constatent très vite qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Alors, pourquoi y a-t-il, tout d'un coup, pourquoi la libre possibilité de l'amour se traduit-il par une crise profonde du mariage, puisqu'au fond, le mariage a perdu, c'est un peu comme l'armée mexicaine, il perd des troupes, et sur les troupes restantes, la moitié part en quelque sorte en débandade. Alors, reprenons ce que je disais juste avant. Le désir est devenu aujourd'hui le réquisite fondamental des couples. C'est-à-dire qu'il est hors de question pour un couple de jeunes gens, qu'ils soient mariés ou non, qu'ils fassent l'impasse sur la sexualité. Et là aussi, c'est quelque chose qui a profondément changé, puisqu'autrefois, on pensait qu'un excès de sexualité pouvait tuer la vie conjugale. Il fallait en quelque sorte ne pas réveiller le démon enfoui dans le corps des femmes et dans le corps des garçons. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce démon, il faut le réveiller à date fixe et même à heure fixe. Et au fond, la sexualité est devenue le baromètre à travers lequel nous mesurons l'intensité et la véracité d'une union. Le désir se mesure en position, en fréquence, et il suffit d'ouvrir les magazines, il suffit d'aller voir les médecins. La première question qu'on vous pose, c'est combien de fois par semaine. Et c'est là on réalise à quel point on a changé d'époque, parce que jamais un médecin n'aurait osé poser cette question autrefois. Et au fond, ça n'avait pas beaucoup d'importance, puisque on pariait sur le temps. On était mariés, on s'aimait ou on ne s'aimait pas, mais au fond, on était embarqués pour un long périple à deux. Or, désormais, le grand pari du couple contemporain, c'est de marier l'intensité avec la durée. Et donc, non seulement donc la fréquence doit être calculée, mais on peut dire qu'au fond, le film X, aujourd'hui, c'est avec les arts ménagers et le jardinage, c'est l'une des constantes, en quelque sorte, du couple contemporain qui visionne ces films pour réveiller sa libido. Et d'ailleurs, ça fait partie des conseils que les thérapeutes donnent aux époux un peu fléchissants, leur disant regardez des films coquins, peut-être que ça va secouer madame ou réveiller monsieur. Et donc ça, c'est le premier point. Et en ce sens, on peut dire que, voilà, conquête paradoxale, notre sexualité est devenue anxieuse d'elle-même. On redoutait autrefois de la réveiller, on redoute aujourd'hui de la voir s'assoupir. Et ça, c'est vraiment, enfin, j'insiste là-dessus parce que c'est une révolution. C'est une révolution parce que prenez le rapport Kinsey, qui paraît en 1947 aux États-Unis. Il provoque un énorme scandale. Que dit Kinsey? Il dit à peu près ce que je vous disais il y a quelques minutes. Il regarde la vie intime des Américains et il dit voilà une nation qui ne vit pas tout à fait selon les normes qu'elle proclame. Les hommes ont des relations homosexuelles, ils trompent leurs femmes, les femmes sont elles-mêmes infidèles, elles ont eu des relations avant le mariage. Par conséquent, les valeurs de la société américaine sont quotidiennement bafouées par les citoyens de ce pays. Kinsey a suscité un tollé, la droite conservatrice et religieuse l'a banni, et il est finalement mort de chagrin et de maladie. Lorsque l'on regarde aujourd'hui nos enquêtes sur la sexualité des Français, des Belges, des Allemands, des Américains, on constate un étrange phénomène qui est exactement l'inverse, c'est-à-dire que on nous explique que nous avons fait d'énormes progrès, qu'évidemment nous avons balayé tous les tabous, que nous sommes des libertins effrénés dans l'intimité de nos alcôves, mais malgré tout, chaque année depuis 30 ans, il y a ce même pourcentage de femmes qui expliquent qu'elles n'éprouvent aucun plaisir pendant l'amour, qu'elles s'ennuient. Il y avait à cet égard un numéro du Reader's Digest de 1987, je crois,
où un sondage expliquait que 70% des Américaines bâillaient pendant le devoir conjugal et rêvaient à la place de prendre un thé avec leurs copines. Voilà. Et de la même façon pour les hommes, on explique que la partie masculine souffre des mêmes troubles, c'est-à-dire difficultés érectiles, impuissance, éjaculation précoce, donc tout ce qu'on connaît. Et au fond, on pourrait dire que la société d'hier mentait sur sa moralité et que la société d'aujourd'hui, celle dans laquelle nous vivons, ment sur son immoralité. C'est-à-dire que nous peignons de nous-mêmes un portrait qui est beaucoup plus glorieux que la vérité. La vérité est plus terre à terre. D'ailleurs, il suffit de lire les ouvrages de littérature, il suffit de lire la littérature féminine. La manière dont elle parle de ces choses-là prouve que nous ne sommes pas passés du jour au lendemain de l'obscurité à la lumière. Donc ça, c'est probablement effectivement l'un des tournants les plus intéressants et les plus problématiques de l'époque moderne, c'est qu'à partir du moment où nous avons fixé l'érotisme comme l'horizon indépassable de notre temps, eh bien, il faut être à la hauteur. Et il s'agit de ne jamais s'arrêter. Et au fond, si on compare la condamnation des passions par le XVIIe siècle, la passion est maudite, elle est en quelque sorte ce fond turbulent qui fait de l'être humain, homme ou femme, la proie d'un diable qu'il faut à tout prix éteindre, à tout prix assagir. Et songeons à tous les phénomènes passionnants de possession dont l'Ancien Régime a été le théâtre. Aujourd'hui, c'est l'inverse. La grande panique de notre époque, ça n'est pas l'effervescence d'Eros, c'est la banqueroute de l'érotisme. C'est qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup cela s'arrête. Et tout à l'heure, Martin parlait de mon intérêt démesuré pour l'abstinence. Non, il n'est pas si démesuré, mais je trouve que c'est intéressant parce que le retour de l'abstinence comme idéal conjugal aux États-Unis, et même, on pourrait dire, dans le catholicisme des pays latins, en tout cas, il est suggéré, il est conseillé, mais l'Église catholique a beaucoup moins de virulence et d'emprise sur les consciences en Europe que les églises protestantes n'en ont aux États-Unis. Ce retour paradoxal de l'abstinence, alors ça a un côté évidemment épouvantablement puritain, effrayant de contrôle sur les corps et les consciences dont l'Amérique nous montre à maintes reprises l'exemple. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas le voir comme aussi un stratagème, c'est-à-dire au fond, est-ce que l'abstinence, ça n'est pas un moyen de dire pas tout de suite, c'est-à-dire reculons le moment de la consommation de façon à ne jamais tomber dans ce qui est au fond la malédiction du désir satisfait, qui est la satiété. Et au fond, est-ce que ce ne serait pas une ruse pour éviter la saturation des plaisirs et le fait qu'au bout d'un certain nombre d'années, un certain nombre d'époux ou d'amants se retrouvent côte à côte dans la paix absolue des sens, ce qui les désole, mais ce contre quoi aussi souvent ils ne peuvent rien. Donc, la sexualité fait irruption dans le mariage ou dans le couple. Deuxième point, puisqu'au fond, nous sommes les héritiers d'une double révolution, la révolution du désir dont je viens de parler, mais la révolution du cœur qui vient directement du romantisme, et qu'au fond, notre conception de l'amour héritée des années 60, c'est une conception qui me paraît, je dirais, intégrale, puisque ce que nous louons, c'est l'amour incarné, c'est-à-dire à la fois psychique et physique, dont témoignaient pour moi des images très parlantes, mais qui pour vous paraîtront peut-être lointaines. C'est les images de Woodstock, donc ce grand concert qui a eu lieu à côté de New York en 1969, où effectivement des jeunes gens et des jeunes filles à tête de Christ et de Vierge Marie, entièrement nus, qui n'étaient pas entièrement nus, s'accouplaient, mais non pas dans quelque chose qui pourrait nous paraître pornographique ou obscène, mais au contraire dans une sorte d'authenticité de l'élan charnel et de l'élan spirituel. Et je crois que c'est ça le véritable esprit de 68. Ça n'est pas du tout la grande pornographie qu'on a voulu décrire ensuite. Ça a été
Maurice Clavel, le penseur catholique qu'on ne connaît plus aujourd'hui, avait une très belle métaphore pour décrire ce qui s'est passé dans ces années-là, non seulement en France, mais dans toute l'Europe. C'est la métaphore de... Il y a deux métaphores, la métaphore de l'espresso, mais la métaphore du robinet. Il dit, mai 68, c'est un robinet ouvert à fond, et les forces de répression, c'est le doigt que l'on pose sur le robinet pour l'empêcher de fuir. Et il dit les éclaboussures, c'est en quelque sorte les éclaboussures de l'Esprit Saint, il était croyant, qui inonde la société, qui la féconde. Je crois que c'est assez vrai. Alors effectivement, depuis, l'Esprit Saint n'a pas toujours soufflé, et tout phénomène historique a des contradictions et provoque des régressions dont nous pouvons souffrir ensuite. Mais je pense que c'est assez vrai. C'est au fond ce à quoi nous avons assisté dans ces années-là, c'est à une sacralisation d'amour. C'est vraiment à ce moment-là que l'amour a pu être reconnu dans sa dimension, dans toutes ses dimensions. Et au fond, la crise du mariage aujourd'hui, me semble-t-il, elle vient directement de cela. Jusqu'à la Révolution française et même jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'accent est mis sur le sacrement du mariage, car c'est exactement cela qu'on disait. Pas de mariage en dehors du passage devant l'Église. Le sacrement du mariage, je le rappelle, dans la tradition religieuse, c'est le reflet de l'alliance entre Jésus et son Église. Or, aujourd'hui, c'est l'amour qui est sacré. Ça n'est plus le mariage. Or, si nous avons désacralisé le mariage, c'est que pour nous, ce qui compte avant tout, c'est l'authenticité des sentiments qui peuvent unir un homme et une femme. Et par conséquent, cette authenticité prime sous toute autre forme d'alliance. Et cela explique pourquoi, petit à petit, le mariage est grignoté de l'intérieur par d'autres formes d'associations qui lui font concurrence et qui sont petit à petit en train, en quelque sorte, de le dévorer. Je pense au concubinage, qui était très fortement déconseillé au XIXe siècle. Les concubins qui se mettaient à la colle, selon le langage en vigueur, c'était des ménages ouvriers la plupart du temps. Et puis le patron, les autorités s'empressaient de régulariser l'union, car au fond, c'était vivre dans le péché que de ne pas être marié. L'union libre, et puis le Pax, donc plus récemment institué en France, et dont le succès ne se dément pas, puisque l'ironie du Pax, quand même, il faut le rappeler, c'est que conçu à l'origine pour les homosexuels, il est aujourd'hui à 96% conclu par des hétérosexuels. Alors, que veulent dire toutes ces unions ? Au fond, est-ce que cela veut dire que nous allons vers un temps de désagrégation de la famille, de mise à mort du couple, comme on l'entend dans les cercles conservateurs ? Je n'en crois rien. Je crois qu'au contraire, c'est parce que l'on valorise à l'extrême la sincérité du lien amoureux dans toutes ses dimensions que l'on ne supporte plus, en quelque sorte, de l'enfermer dans une institution qui a pour principal défaut, en tout cas aux yeux de beaucoup de jeunes, d'être trop étouffante. Et à cet égard, le Pax, donc, qui existe sous d'autres formes dans d'autres pays, qu'est-ce que c'est sinon la volonté de ne jamais engager un couple dans quelque chose qui pourrait le figer et l'engluer à jamais. Et au fond, nous sommes là en quelque sorte au cœur même de la contradiction conjugale contemporaine, c'est que nous voulons en quelque sorte à la fois un engagement complet auprès de l'autre, tout en maintenant en quelque sorte une marge de jeu. C'est-à-dire, au fond, ce que nous voudrions, c'est la passion intégrale, mais aussi que les jeux ne soient jamais complètement faits. Et le Pax, c'est en quelque sorte une fiançaille éternelle. C'est au fond, c'est cela que nous aimons. C'est restons des fiancés, demeurons au seuil de l'union matrimoniale, mais sans jamais y entrer tout à fait de crainte que le poids de l'institution ne transforme notre duo en une éternité de malheur
et d'habitude. Et il y a quelques années, Daniel Vaillant, qui refait parler de lui en ce moment lorsqu'il demande la dépénalisation du cannabis, et évidemment c'est une mesure avec laquelle je suis en plein accord, donc enfin je fais, pardon de ma digression. Daniel Vaillant, maire du 18e arrondissement à Paris, a présidé pendant quelques années une étrange cérémonie sur la place des Abbesses, à Montmartre. Il tenait un registre sur lequel, en tant que maire du 18e, il recevait des couples, jeunes et moins jeunes, qui s'engageaient auprès d'un représentant de l'État à ne jamais mettre leur nom au bas d'un parchemin, comme dans la chanson de Brassens, c'est-à-dire qu'ils s'engageaient au fond à ne jamais se marier. Le paradoxe de ce geste étant qu'on demandait à un maire d'entériner le refus de toute officialisation d'une vie conjugale. Et je crois que nous sommes là effectivement dans la contradiction contemporaine, c'est-à-dire qu'au fond nous voudrions tous les avantages du couple, la publicité, la sonalité, la fête, mais sans les conséquences et sans les inconvénients qui en découlent, puisqu'au fond le concubinage, l'union libre, le Pacs ont ceci effectivement de très facile, c'est qu'on peut se séparer d'un coup de tête. Le Pacs peut être dissous en 8 jours ou en 15 jours par une lettre recommandée au greffe du tribunal d'instance. Et au fond, ce que le Pacs a rétabli, c'est la répudiation, mais réciproque, puisque cette fois-ci, les femmes, elles aussi, peuvent répudier. Mais évidemment, tout cela n'est pas sans causer un certain nombre de problèmes. Et je dirais simplement pour conclure, parce que je vois que l'heure passe, je dirais simplement pour conclure que la sacralisation de l'amour me paraît être le problème principal de nos unions aujourd'hui, d'une jolie petite musique d'église qui va nous permettre de conclure cette discussion. Pourquoi ? Parce que il me semble que nous entrons aujourd'hui dans la vie à deux avec des exigences que nos grands-parents, nos aïeux n'avaient pas. C'est-à-dire que autrefois, on se mariait et puis il arrivait qu'on tombe amoureux de son conjoint. Et il arrivait qu'on vive passionnément heureux jusqu'au dernier jour. Nous en avons d'innombrables exemples. Or, aujourd'hui, nous entrons justement dans le mariage avec des exigences qui sont non négociables. Je veux évidemment connaître des émois sensuels sans comparaison. Je veux que mon épouse et que mon époux aient une position sociale avantageuse, qu'ils soient des parents extraordinaires, qu'ils gagnent bien leur vie. Et le couple moderne est une barque qui s'engage sur les eaux de la conjugalité avec un tel fardeau d'espérance qu'il sombre très souvent au bout de quelques années. Et on pourrait se demander finalement si dans le mariage contemporain, au fond, nous ne tombons pas amoureux de l'amour beaucoup plus que d'une personne. Donc nous entrons dans cette union avec l'espérance que l'amour va nous racheter, en quelque sorte, va rédimer une vie trop ordinaire, car effectivement l'état amoureux a ceci de tout à fait exceptionnel, qu'il fait de notre existence quelque chose qui échappe à la banalité. Tomber amoureux, c'est tout d'un coup tomber dans l'effervescence continuelle, c'est soustraire l'ordinaire du temps à la platitude, et c'est donc vivre dans un monde tout à fait singulier. Et la sagesse amoureuse, s'il y en a une, la sagesse amoureuse consiste précisément à passer de l'amour à l'amour d'une personne précise, avec ses faiblesses, avec sa fragilité, mais aussi avec sa singularité, avec sa beauté propre. Or, il me semble que le couple contemporain est malade précisément du temps qui passe et qui finit par dissoudre invariablement et la passion et le désir, et qui nous demande de passer d'un régime de l'amour fou
un régime de l'attachement qui n'est peut-être pas moins profond, pas moins bouleversant, mais qui demande effectivement peut-être une autre attente que notre sacralisation de l'amour, pour l'instant, ne permet pas, puisqu'au fond, toute l'époque ne cesse de chanter les beautés et les splendeurs de la passion sous tous ses aspects, et en nous tendant ce miroir extraordinaire, elle ne cesse de nous dire « Et toi, qu'as-tu fait de ta jeunesse? Qu'as-tu fait de tes premières passions ?» Et je pense que derrière ce miroir merveilleux, l'époque tend aussi à nous culpabiliser de ne pas être à la hauteur de cet idéal qui, par certains aspects, me semble-t-il, est un idéal assez inhumain. Voilà, je terminerai là-dessus, mais on pourra continuer la discussion.